Nicolas Tenzer. Alors Nicolas Tenzer, de confession juive, il faut voir qu'il est toujours là. Il est sur les plateaux en permanence quasiment de LCI et il occupe une place de propagandiste parce qu'il mène un combat pour, je dirais, nous emmener vers un conflit avec la Russie et c'est pas d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va écouter sa dernière intervention sur LCI. Donc il va en guerre, voilà, quoi. Donc pour lui, Trump, c'est une catastrophe. Et il appartient à ces réseaux plus ou moins occultes dont fait partie Soros. Ils appartiennent à la même famille, je dirais, de pensée, la même famille occulte, je poursuivrai. Et ces gens-là œuvrent pour le mal, point. Hein. On ne va pas non plus chercher midi à 14h, ils œuvrent pour le mal. Ils se satisfont quand il y a des gens qui meurent. Il y a chez eux un appétit pour faire mourir ceux qui n'appartiennent pas à leur caste. Et il y a quelque chose d'absolument médiocre chez ces gens-là, et ça se voit sur leur visage comme toujours. Donc on va écouter d'une part ensemble ce qu'il a dit sur LCI, donc toujours il veut absolument nous entraîner vers la guerre. Ces gens-là ont de l'influence, hein, ils appartiennent à des réseaux qui sont très influents dans notre société française et européenne. Donc c'est important déjà de reconnaître et d'identifier nos ennemis si on veut un jour les neutraliser. Et d'autre part, on écoutera après, suivant, je vous laisserai la vidéo de Pierre Lelouch, qui lui a une toute autre vue. Et ça, son interprétation à Pierre Lelouch, me paraît tellement sage à côté de ces va-t-en guerre qu'il faut aussi le signaler. À la fin, vous aurez une vieille vidéo que j'avais faite sur le sujet, Tenzer, où je reprends tous les éléments qui jalonnent sa carrière, si ça vous intéresse, et comment on explique son lien avec l'Open Society de Soros. On y va, on écoute notre ami Nicolas Alors Tenzer. demain, je rappelle qu'il va y avoir donc un sommet justement organisé par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Concrètement, très concrètement cette fois, s'il vous plaît, dans les actes, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se mobiliser? Est-ce qu'on a les moyens de voler au secours de l'Ukraine financièrement? Est-ce qu'il faut toucher par exemple aux avoirs gelés russes? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, envoyer des avions au-dessus de Kiev? Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Alors, quelle décision on peut prendre? La saisie des 200 milliards d'euros qui sont situés en Europe, hein, sur les 300 milliards, à condition bien sûr que les autres le font, mais les autres sont résolus à le faire, semble-t-il, même les États-Unis, puisque Biden avait donné a priori son accord, je n'ai pas vu que Trump les redirait, eh bien je dirais il faut saisir l'intégralité de ses avoirs. Devant 210 milliards d'euros, donc pour soutenir l'Ukraine. Voilà, et là je veux dire, voilà, pour soutenir l'Ukraine, lui fournir des armes, lui acheter des armes, et là d'une certaine manière, peu importe d'où viennent ces armes, hein, dans le soutien à l'Ukraine. Je ne parle pas de la question de l'Europe, là c'est un peu différent, mais il faut aider massivement l'Ukraine. L'Ukraine surtout, il faut quand même le rappeler, n'est pas défaite. On entend parfois des gens qui disent « Ah, l'Ukraine, ça y est, c'est terminé pour elle, ils ont perdu la guerre ». Non. D'abord, rappelons toujours, les Russes, ils ont progressé de 3865 km² en 2024, c'est 6% du territoire ukrainien. Les Russes n'arrivent toujours pas à reprendre, malgré tout, la région de Koursk. Ils développent des missiles, ils sont devenus les premiers en matière de drones sur le plan mondial, en termes de technologie, ils sont devenus les premiers. Donc je veux dire, on n'est pas dans la défaite absolue, mais avec l'aide européenne, on peut là, ça devient précaire quand même sans les États-Unis. Situation difficile. C'est pas, oui, mais c'est précaire, difficile. Le président Zelensky est le premier à le reconnaître, oui, c'est vrai, mais pas du tout une situation désespérée. Soyons parfaitement clairs là-dessus. L'Europe, jusqu'à présent, ça a été rappelé d'ailleurs par Emmanuel Macron lors de la rencontre lundi avec Trump, donné plus que les États-Unis. Voilà, qu'après tout, on a des plus. Donc, je veux dire, ne faisons pas une sorte de, ne nous donnons pas des verges pour nous faire battre, ne donnons pas une image, je dirais, désastreuse de nous-mêmes, parce que nous sommes mieux. Donc ça, on peut faire. Passer en économie de guerre, oui. Alors, il va falloir faire des sacrifices. Il faudra que les différents dirigeants européens et les Français notamment expliquent leurs opinions pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est urgent, quelle est la réalité de la menace. Il faudra faire des choix.
Alors, je ne sais pas moi de dire, je ne suis pas président ni Premier ministre, quel choix à faire, mais enfin, c'est vrai que dans les dépenses, il y en a qui sont prioritaires parce qu'elles sont vitales, et la défense est vitale, d'autres qui le sont moins. Il va falloir expliquer. Mais pour ça, il faut arrêter de dire, et heureusement ils ne le disent plus maintenant, nous ne sommes plus en guerre avec la Russie. C'était encore quelque chose qui était répété par des dirigeants européens, y compris Emmanuel Macron. Là, il faut arrêter de le dire. Alors vous voyez un peu le fiel qui peut sortir de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils veulent vous rincer. Ils veulent rincer vos économies. C'est ces gens-là qui vont vous appauvrir et vous mettre dans la diète totale au nom de leur propre plan, qui est complètement fantasmagorique. Ils veulent tuer l'Europe, ils veulent le chaos. Ce sont des gens qui sont portés, je vous le dis, par des forces qui nous dépassent et qu'on pourrait identifier, si vous voulez, si on y consacrait beaucoup de temps, mais il faut pour ça avoir des gens qui nous donnent des indications à ce propos. Moi, personnellement, je ne l'ai pas, mais je sens d'où ça vient. Il y a comme une cohérence, si vous voulez, à travers les discours de certains influenceurs qui nous mènent à la pauvreté, comme l'Angleterre est en train d'aller, c'est-à-dire ouverture des frontières, dissolution de l'identité française. On fait venir énormément d'étrangers, de préférence des assassins, des violeurs et des gens qui sont fanatisés par l'islam. Ça, ils favorisent ces gens-là, ce plan, de façon à créer une forme de chaos interne, et d'autre part, extérieurement, ils sont va-t-en-guerre parce qu'ils veulent nous détruire totalement. En fait, nous entraîner dans une guerre contre la Russie est une folie pure et simple. Mais c'est des gens qui ont envie du chaos. Pourquoi ils ont envie de chaos? Parce qu'ils veulent un nouveau ordre mondial. Et c'est l'État profond qui a cette ambition de diriger le monde, et à cette tête, on retrouvera des personnages qui ont été jusque-là toujours plus ou moins influents à des moments particuliers pour essayer de pousser et justement tromper la population qui, elle, est totalement anesthésiée, elle ne peut pas comprendre la subtilité de ces enjeux-là, bien entendu. Ensuite, on va écouter Pierre Lelouch, qui me semble intéressant aussi d'écouter. Ils n'ont pas perdu la guerre au sens où la Russie n'occupe pas Kiev et la Russie n'a pas pris toute l'Ukraine, loin de là. Donc il y a la voie vers une solution diplomatique, ça fait longtemps que je le dis. Ce qui est clair, depuis début 2003, je l'ai dit, mais pas que moi, le chef d'état-major américain à l'époque, le chef du service de renseignement américain, Madame Haynes à l'époque, dit l'Ukraine ne peut pas reconquérir militairement ses territoires. Donc à l'époque, j'avais dit, plutôt que de continuer, essayons de trouver la voie de négociation. Personne n'a entendu. Naturellement, on a continué. Bien, aujourd'hui, on en est, tenez-vous bien, à 1 million de victimes, entre les tués et les blessés des deux côtés. C'est énorme. C'est une guerre de très haute intensité, dans un continent où il y a plein d'armes nucléaires. Alors, il y a ceux qui veulent continuer. Moi, je leur dis, OK, mais c'est quoi votre objectif politique? Vous, après la guerre, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre les territoires. Aujourd'hui, l'Ukraine a fondu, Arnaud vient de le dire, l'Ukraine a fondu, elle avait 52 millions d'habitants en 91 au moment de son indépendance, elle est tombée à 30 millions. 10 millions sont partis à cause de la corruption des 10 premières années, le pays était par terre, alors que la Pologne s'est relevée, l'Ukraine non, et 8 ou 10 millions sont partis depuis le début de la guerre. Donc on en est à 30 millions contre 145. Oui. La guerre d'attrition actuelle, la guerre d'usure actuelle, ressemble à la Première Guerre mondiale, celle que les Allemands nous ont infligée à l'époque, qui avait tué à l'époque 1,5 million de Français, plus 5 millions de blessés. Je ne sais pas si c'est une... Les gens qui disent qu'il faut continuer, les Glucksmann et autres, je leur demande, c'est bien de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Après, ils vous disent, ah oui, mais on le fait parce qu'ils défendent, vous n'avez pas compris, ils vous défendent vous. C'est ce qu'a dit aussi le président de la République, ils nous défendent nous. Mais attendez, moi je veux bien tout, mais si l'armée russe, qu'on dit la formidablement puissante, en est toujours à grappiller quelques kilomètres 3 ans après, je ne comprends pas comment elle peut être à Berlin, à Paris ou en Pologne demain matin. Il faut choisir. Soit on pense que la Russie est absolument sur le point de conquérir l'Europe, et dans ce cas-là, il faut m'expliquer pourquoi il patine devant l'Ukraine. Il faut m'expliquer.
soit on pense que c'est un argument de style, mais je crois que le moment est venu d'aller vers un cessez-le-feu qui préparera la paix. Toute l'affaire, c'est comment est-ce qu'on organise la paix. Les Ukrainiens ont inscrit dans leur constitution le fait qu'ils souhaitent entrer dans l'OTAN. Les Américains ont changé d'avis. L'OTAN, pas question. Bon, à partir de là, les Ukrainiens se tournent vers les Européens en leur disant « Donnez-moi une armée de 200 000 hommes ». Mais on n'a pas une armée de 200 000 hommes. Et voilà. Au maximum, aujourd'hui, la France et l'Angleterre, c'est 30 à 40 000 qu'on peut mettre en Ukraine. Bon, vous mettez 40 000 hommes le long d'une frontière de 1000 km, où il y a 1 million de soldats des deux côtés, vous pensez faire quoi? Surtout s'il n'y a pas de protection américaine, aérienne, anti-aérienne. Et si Trump vous dit non, je ne protégerai pas le contingent franco-britannique. Après, c'est la décision du président de la République. Mais à minima, je voudrais qu'on se pose quelques questions. 1, à quoi ça sert? 2, comment on en sort? 3, qu'est-ce qui se passe si ça s'enflamme à nouveau? Parce qu'il y a des Ukrainiens qui n'accepteront jamais de perdre une partie de leur territoire, des Russes aussi. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Que la guerre s'envenime à nouveau et qu'on soit coincé au milieu. Alors, si on avait des réserves, mais là, on n'en a pas. Il va falloir 5 ou 10 ans avant de reconstruire nos unités, nos usines, etc. Après, il y a ceux qui disent il faut engager une protection nucléaire de l'Europe. Mais moi, je veux bien. Mais comment on fait? Et qui appuie sur le bouton? Quelle est l'autorité politique qui va prendre la décision politique? Donc, j'entends tous ces discours. Un dernier mot. Juste un dernier mot. J'entends tous ces discours, mais je suis franchement très inquiet parce que ceux-là même qui nous ont amenés à cette situation épouvantable où on est, sont supposés nous en sortir. Et j'ai quelques doutes, vous comprenez, sur la sagesse de ce que j'entends. Démonstration magistrale de Pierre Lellouche, je le suis régulièrement, évidemment il est sur CNews, il n'est pas sur les autres médias, donc on voit bien qu'il y a une guerre des médias aussi. Heureusement qu'on a un autre son de cloche qui me paraît sage, ce que dit Lellouche me paraît cohérent. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions de géopolitique, évidemment, de rapports de force, mais il me semble que il s'inspire de faits qui me paraissent en tous les cas tout à fait logiques. Et arrêtons ces milliers de morts, ces centaines de milliers de morts. Enfin, ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas pourquoi il y a une résistance à ce point-là de notre État profond, à nous, organisé depuis longtemps, qui veut absolument nous entraîner dans un cataclysme. Et après, c'est économique guerre, c'est saisie de vos biens, c'est tout. Faut voir, il y a quand même un risque avec Macron d'en arriver à une situation où tout sera bloqué, il y aura une loi martiale avec des saisies de vos biens, etc. Tout est possible avec lui. On peut rentrer dans une folie. Donc il faut être très très vigilant. Les Français sont endormis, c'est dommage. Donc ensuite, vous aurez ma vidéo qui reprend une ancienne vidéo, mais tout à fait actuelle par rapport aux influenceurs qui, justement, veulent diriger ce monde et veulent nous conduire vers une forme de chaos généralisé afin qu'eux détiennent un pouvoir sur toute la planète. Il y a cette ambition-là chez certains êtres humains qui sont peut-être pas qu'humains, j'en sais rien, parce que franchement, quand on les écoute, ce sont comme des illuminés, des espèces d'illuminés mystiques. Alors on parle des fanatiques islamistes, mais moi j'appelle ça des fanatiques de Satan, c'est-à-dire des gens complètement pris dans une forme de délire mystique, à vouloir justement organiser et provoquer un chaos général et récupérer les fruits après qu'ils auront semé le trouble et le chaos. Voilà un peu mon point de vue. On écoute la vidéo et je vous souhaite un bon dimanche. Bonjour, alors c'est un personnage, Nicolas Tenzer, que vous allez voir sur les médias, qui va apparaître ici et là, bien sûr sur les médias mainstream, LCI, France 2, C'est à vous, enfin, toutes ces cliques de médias qui travaillent pour le gouvernement, qui est la propagande gouvernementale, eh bien ce personnage intervient comme spécialiste, ancien fonctionnaire, il a présidé plusieurs think tanks, comme on dit, dont les influences viennent directement des États-Unis. J'avais déjà évoqué ce personnage-là à travers un post. Vous verrez, il est lié bien entendu aux intérêts
des États-Unis par ses accointances dans les organisations dans lesquelles il a été investi, dans lesquelles il s'est investi, dans lesquelles il a eu des responsabilités. Et ça s'inspire, et vous allez le voir à travers ce patchwork de vidéos, ça s'inspire de Soros, sa fameuse société Open Society, Closed Society, c'est-à-dire société ouverte, société fermée, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Et donc, on voit le plan, si vous voulez, repris par Davos, etc. Vous allez voir, c'est une toile d'araignée. Et une fois qu'on a compris la logique de ces gens, qui parlent tous, en fait, ils appartiennent à la même, ce sont des branches d'une pieuvre dont le cerveau est unique. Vous savez, c'est comme dans ces films de science-fiction, ils ont une pensée commune. Et ça, il n'y a qu'un cerveau qui est à l'origine, et vous avez des marionnettes qui s'expriment tous de la même manière, enfin, qui expriment tous de manière différente, avec des aspects différents, mais qui expriment qui font la même empreinte, si vous voulez, idéologique, et qui bâtissent le même projet pour la planète Terre, parce qu'ils ont cette ambition de nous imposer un modèle pour la planète Terre. Ils le revendiquent d'ailleurs, et ils agissent en fonction. C'est pour ça que les éléments et les événements actuels que nous subissons, dont nous sommes spectateurs, sont le résultat de ces gens qui appartiennent à une tête commune, qui appartiennent à un cerveau commun, c'est-à-dire un cerveau qui veut, comme une pieuvre, dominer le monde, dominer la planète. Et ce ne sont eux que des marionnettes. Ils sont les marionnettes d'un même système, d'un même cerveau, d'une même pensée. Et vous avez Soros qui a un poste qui, je dirais, dans cette hiérarchie ou dans cette organisation, occupe un poste évidemment essentiel. Et puis vous avez des petits éléments comme ça, épars, qui œuvrent depuis de longues années. Vous verrez, les vidéos montrent que chronologiquement, ça date pas d'aujourd'hui, c'est un long projet. Et là, aujourd'hui, ils s'éclatent parce qu'ils sont en train d'aboutir à l'achèvement de leurs travaux en créant une troisième guerre mondiale. C'était leur but, ils y arrivent et ils œuvrent pour ça. Donc ils usent d'arguments, bien entendu, et d'éléments langage qui vont toujours dans le même sens. Ils désignent la peste et eux sont les vierges pures, les colombes blanches, et ce gens-là se drapent d'une vision, bien entendu, démocratique, libérale, alors qu'on voit que nos démocraties sont en train de couper les ailes de toute liberté d'expression. Vous allez le voir au cours de cette vidéo. Donc c'est une vidéo particulière qui nécessite un peu d'effort, de concentration, et il faut aller, c'est pas un truc pour attraper le client, c'est pas une vidéo pour attraper le client, c'est une vidéo qui vous permet de comprendre successivement jusqu'à aujourd'hui les articulations de cette entreprise qui date depuis longtemps. La vidéo dure pas très longtemps, mais j'ai essayé de résumer au maximum pour qu'on ait une vue d'ensemble de ce qui nous arrive actuellement avec les personnages qui sont à l'œuvre et les opposants aussi qui sont à l'œuvre, vous verrez. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Toute forme de commerce avec la Russie doit être interrompue. Il faut atteindre un niveau de dissuasion convaincant qui pourra servir de dissuasion pour les décennies à venir. Volodymyr Zelensky a poursuivi ce lundi sa tournée diplomatique en s'exprimant cette fois devant le Forum économique mondial de Davos. 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien poursuit ses efforts pour fédérer autour de lui la communauté internationale contre la Russie de Vladimir Poutine. Russia invaded Ukraine. That has shaken Europe to its core. The European Union had been established to prevent such a thing from happening. Even when the fighting stops, as it eventually must,
the situation will never revert to what it was before. The invasion may have been the beginning of the Third World War, and our civilization may not survive it. That's the subject I will discuss today. The invasion of Ukraine didn't come out of the blue. The world has been increasingly engaged in a struggle between two systems of governance that are diametrically opposed to each other: open society and closed society. Open society and closed society. Nous sommes à la procure avec Nicolas Tenzer. Nicolas Tenzer qui est haut fonctionnaire, intellectuel reconnu, directeur de la revue Le Banquet, et qui vient donc de publier aux éditions Perrin un livre qui s'intitule Le monde à l'horizon 2030. Alors Nicolas, une question toute simple, parce que ce projet est articulé aussi à vos fonctions, voilà, de haut fonctionnaire, donc à votre métier. Et puis aussi en lien avec votre réflexion depuis longtemps, depuis pas mal d'années, sur le monde, sur l'évolution de notre monde. Comment ce projet est né et de quoi s'est-il nourri? Pour remettre un certain nombre de choses à leur place, concernant aussi bien l'évolution de la Russie, l'évolution de la Chine, le rapport entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi que peut-être ce monde dans 20 ans sera moins catastrophique, moins terrible, que souvent on le dit. Alors certes, c'est que la Turquie aujourd'hui accueille plus de 3 millions de réfugiés syriens. Que l'origine de tout cela, quand on parle de crise migratoire, et je pense que le terme est totalement déplacé, l'origine de tout cela, ce sont les massacres commis par le régime Assad, par la Russie de M. Poutine. Ce sont des crimes de guerre, il faut le rappeler, que commet le régime de M. Poutine en Syrie. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faudra se préparer, soit, ce que je suggère, à mettre un terme à ces massacres par une intervention militaire. Il n'y a pas de solution politique aujourd'hui en Syrie. Soit il faudra que l'Europe... Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, si on laissait Poutine gagner en Ukraine, donc continuer ses massacres, hein, c'est ça que ça veut dire, pourquoi Poutine ne se dirait pas, mais alors moi je peux continuer. Je peux continuer avec l'Estonie, je peux continuer avec la République tchèque, je peux continuer avec la Pologne, avec la Lituanie, la Lettonie, etc. Et donc là, il verrait si véritablement nous, puisque nous n'avons pas été volontaires pour mourir pour Kiev, est-ce que nous serions volontaires pour mourir pour Varsovie ou pour Tallinn ou pour Vilnius? Quel exemple cela serait demain pour la Chine et pour Taïwan? On a quand même ce vrai problème de crédibilité, de respect du droit international. Deuxièmement, on sait parfaitement aussi que si l'on accordait à la Russie, par exemple, certaines concessions territoriales, on dirait la Russie peut garder une partie de la Crimée ou une partie du Donbass, etc. Ça voudrait dire qu'on donnerait à M. Poutine une licence de continuer ses assassinats. Parce qu'on sait très bien que dans l'ensemble des territoires qui restent occupés par la Russie, vous avez des chambres de torture, vous avez des exécutions sommaires, des gens qui disparaissent mystérieusement qu'on ne retrouve jamais, donc là aussi des assassinats. Donc c'est ça la réalité. Bien sûr, on peut parfaitement penser que Poutine continuerait à se renforcer militairement, donc ce serait un danger supplémentaire. Et c'est pour ça que je dis que ce serait une défaite, bien sûr, pour l'Europe, sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le plan de la sécurité, mais ce serait aussi une défaite intellectuelle. Si vous avez, prenons, si vous permettez une seconde, un scénario exactement contraire à celui-là, c'est-à-dire où Poutine est défait, et qu'après, nous sommes résolus à poursuivre notre victoire, c'est-à-dire pas seulement en Ukraine, mais également pour libérer les 20% du territoire géorgien qui sont occupés, pour libérer le Bélarus, faire qu'il y ait des élections libres au Bélarus, libérer également la Syrie, où Poutine commet des crimes sans commune mesure, toujours aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, où un certain nombre de pays, d'ailleurs francophones, d'où nous étions extrêmement proches, sont aujourd'hui envahis véritablement par le Russie. Donc si vous avez au contraire une défaite de Poutine à ce moment-là en Russie, on peut penser que l'état du monde, la sécurité mondiale, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, on pourrait dire aussi d'ailleurs en Amérique latine, avec Venezuela, Cuba, Nicaragua, où Poutine a une forte emprise, l'Asie aussi, eh bien vous auriez un monde qui serait fondamentalement un monde meilleur, plus sûr, plus agréable. C'est quand même un objectif que nous devons avoir et que nous devons poursuivre. Ces 4 attitudes. Il y a une première attitude, je passerai vite dessus, qui est celle qui consiste à dire nous devons fermer
nos frontières sur le plan économique, non à la globalisation, non à la mondialisation, non aux contraintes européennes, retournons au franc, refusons l'euro, et en même temps fermons nos frontières à l'étranger, fermons, je dirais également, nos esprits ou nos idées à toutes les influences étrangères. Bon, cette attitude qui est classiquement de l'extrême droite, je crois que c'est l'attitude effectivement non seulement la plus indigne, mais également la plus stupide sur le plan économique. Et puis Vous avez une amplification en disant, par exemple, lors de la crise de la Covid-19, que la France est entrée dans une forme de dictature sanitaire. Ça crée un effet clair de relativisation de ce qu'est une véritable dictature, qui est la dictature russe ou la dictature chinoise ou nord-coréenne, etc. Vous avez la création d'officines ou de médias en ligne qui poussent les récits favorables au Kremlin, ce qu'on appelle parfois les médias dits de réinformation, mais en général la réinformation c'est l'information pro-russe, soyons parfaitement clairs. Vous avez une presse complotiste comme France Soir, vous avez des organismes aussi directement liés à la Russie, le journal Omerta en particulier. Un exemple, je ne comprends pas comment ce journal n'est encore, quelle que soit la liberté d'expression, soit encore disponible. Vous avez, par exemple, des officines Géopragma, dirigées par Madame Galacteros, ancienne conseillère politique de affaires étrangères de M. Zemmour pendant la campagne électorale. Vous avez le Centre français du renseignement, officine pro-russe bien connue, dirigée par un certain Éric Denessé. Vous avez également parfois un certain nombre d'organismes aussi, l'Observatoire franco-russe par exemple, qui était très lié à la Chambre de commerce franco-russe. Je pourrais multiplier les exemples. Puisque nous sommes ici protégés, je me permets de les dire, parce que je pense qu'il faut avoir une conscience très directe, et chacun d'entre nous, d'autres personnes, ont une liste absolument claire d'organismes qui diffusent de manière totalement claire de la propagande liée au Kremlin. Alors, ce matin, j'ai découvert en me levant les propos que vous venez d'entendre. Ça m'a rappelé des souvenirs, parce que Omerta, ce n'est pas la première fois que nous sommes attaqués. Là, simplement, je suis un petit peu énervé, si vous voulez, parce que par rapport à ce monsieur qui est tranquillement assis sur son fauteuil, nous, on revient du front. On revient du front en Ukraine. On a connu l'horreur des tranchées, l'horreur des drones, l'horreur de cette guerre, et on rapporte ce qu'on a vu parce qu'on est des journalistes. Monsieur Tanzer, nous sommes des journalistes. Vous voulez nous interdire, vous voulez nous interdire, vous voulez interdire les autres. Vous en avez cité d'autres, et comme par hasard, un petit peu rattrapé par votre mauvaise conscience, vous dites « Ah oui, mais il y a quand même la liberté d'expression ». Et Omerta a fait depuis qu'il existe, depuis plus d'un an, un travail journalistique impeccable, un travail journalistique reconnu. Nous avons produit une trentaine de documentaires, pas seulement sur la Russie, contrairement à ce que vous essayez d'insinuer. Nous sommes allés partout, nous sommes un média international, un média français, de reportages, de documentaires, d'investigations. Nous avons été sur tous les fronts de l'actualité, de Gaza, en Arménie, au Liban, en Russie, en Afghanistan. Nous sommes allés absolument partout. Il est facile de vérifier, il est facile de regarder. Maintenant, cessez vos propos, cessez cette haine absolue et ce sentiment malsain qu'on a de plus en plus. Et nous ne sommes pas les seuls. Ce qui se passe au niveau de CNews est aussi absolument scandaleux. Nous sommes en France, nous sommes le pays de la liberté d'expression, la patrie des droits de l'homme, la patrie de la liberté. Et c'est ce qu'incarne Omerta. Nous sommes accusés dans ces propos avec Madame Caroline Galacteros. Nous l'avons rencontrée, nous avons discuté de ça. Regardez cet entretien. J'espère que vous comprendrez ce qui nous chagrine et vous comprendrez que ces propos sont absolument scandaleux. Merci à vous tous. Bonjour à tous, bonjour à vous, abonnés d'Omerta. Lors d'une audition devant la représentation nationale, comme CNews et d'autres, régulièrement sur le grill, que vous inspire ce personnage ? De la pitié, du dégoût intellectuel. Et je dois dire que je suis extrêmement étonnée de voir qu'un individu pareil peut être auditionné au Sénat. Enfin, ça me semble fou. On est dans une ambiance de maccarthisme de moins en moins larvé, de simplification, de manichéisme total.
on est jugé pro-russe. Moi, je m'inscris en faux. Je n'ai rien de pro-russe, de pro-américain. En revanche, M. Tenzer, lui, je trouve, devrait avoir finalement l'honnêteté minimale intellectuelle de nous expliquer pour qui il bosse, en fait. Et depuis fort longtemps. Ben, il bosse pour les États-Unis depuis, j'allais dire, des décennies. Voilà, à travers tout un tas de think tanks, tout un tas de contrats, tout son truc desk Russie. Vous regardez les financiers qui sont derrière. Bon, donc, ça commence à bien faire, si vous voulez. Tous ces individus qui pratiquent l'inversion accusatoire, qui vous projettent sur vous tout ce qu'ils font eux-mêmes, voilà, hein, et qui décident, comme un grand inquisiteur, là, qu'il faudrait arrêter, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Enfin, et pas dans un bloc, on nage en plein délire. Devant la représentation nationale. Devant la représentation nationale, dont on espère qu'elle aura quand même un minimum de lucidité et de clarté d'esprit pour ne pas se laisser faire. C'est de la manipulation, c'est de la propagande de base. Qu'est-ce que ça veut dire être pro-russe? Est-ce que chercher à expliquer ce conflit, chercher à déterminer quels sont les intérêts de notre pays dans ce conflit, s'insurger contre des décisions ou des expressions qui nous paraissent extrêmement dangereuses pour l'avenir de la sécurité et de la prospérité des Français et des Européens. Est-ce que c'est ça, être pro-russe? Oui. Mais je suis désolée, c'est n'importe quoi. Vous auriez un monde qui serait fondamentalement un monde meilleur, plus sûr, plus agréable. C'est quand même un objectif que nous devons avoir et que nous devons poursuivre. Open society and closed society.